S'élevant au-dessus de plaines brûlées par le soleil, enfouies sous d'épaisses canopées tropicales et taillées profondément dans la roche-mère compacte, se dressent des monuments antiques qui bouleversent complètement la chronologie admise de l'ingénierie humaine. On nous présente souvent ces premières cultures comme de simples chasseurs-cueilleurs, mais les vestiges matériels qu'elles ont laissés racontent une toute autre histoire. Partout dans le monde, on découvre des forteresses verticales, d'immenses cités construites entièrement en terre crue, ainsi que des cathédrales aux formes géométriques parfaites, directement sculptées dans les flancs des montagnes. Ces structures anciennes furent édifiées à une échelle si gigantesque et avec une précision si spécialisée qu'elles nous obligent à remettre en question tout ce que nous pensions savoir du monde antique. Aujourd'hui, nous allons donc découvrir 10 de ces sites et examiner comment ces cultures anciennes maîtrisaient une dynamique des fluides avancés, l'ingénierie acoustique et des opérations logistiques extrêmes, sans aucune aide de machines modernes. Et comme toujours dans nos vidéos, souvenez-vous que les images servent à donner du contexte, mais qu'elles ne sont pas indispensables pour profiter du voyage. Les histoires et l'échelle de ces constructions parlent d'elles-mêmes. Installez-vous confortablement, détendez-vous, prenez de quoi grignoter et accompagnez-nous. Et si vous aimez chaque semaine des documentaires approfondis et soigneusement documentés comme celui-ci, pensez à vous abonner. Commençons. B. Rejoignez-nous aujourd'hui. En 2012, notre chronologie nous conduit jusqu'à Windsor. Imaginez une savane plate s'étendant à perte de vue sur des kilomètres, où le vent ondule à travers d'interminables étendues de hautes herbes, avant de se fondre dans l'épaisse canopée de la jungle. Et, surgissant brusquement de ce paysage vert et ondulant, se dresse une immense colonne à pic de granit massif. Ce monolithe imposant s'appelle Sigiriya et s'élève à plus de 200 mètres dans le ciel. Il projette une ombre gigantesque sur le sol forestier et paraît totalement incongru, dressé seul, sans aucune autre montagne aux alentours. Pendant des siècles, l'épaisse jungle sri-lankaise a tout simplement englouti le site, dissimulant ses secrets sous les lianes et les racines. Les habitants savaient que cet énorme rocher se trouvait là, mais l'ampleur réelle de ce qui s'y cachait resta inconnue jusqu'au XIXe siècle. En 1831, un major de l'armée britannique nommé Jonathan Forbes traversait la région à cheval lorsqu'il aperçut l'immense bloc de granit dominant la cime des arbres. Il organisa rapidement une équipe pour ouvrir un passage à travers la végétation dense afin de cartographier la base du rocher. Ce que son expédition découvrit sous la terre transforma aussitôt cette merveille naturelle en une immense énigme archéologique. En dégageant des siècles de boue, les explorateurs trouvèrent de puissantes maçonneries de briques parfaitement intégrées à la roche naturelle. La découverte la plus spectaculaire au pied du rocher fut une paire d'énormes pattes de lion, directement sculptées dans la pierre et entourées d'une maçonnerie massive. À l'origine, ces griffes géantes faisaient partie d'un lion colossal en briques qui gardait l'escalier principal menant au niveau supérieur. Autrefois, tout visiteur devait passer directement par la gueule ouverte de la bête pour commencer la difficile ascension de la falaise. La taille même de cette entrée indiquait qu'une construction gigantesque se trouvait bien au-dessus du sol de la jungle. Les ouvrages historiques attribuent l'ensemble du complexe au roi Kashyapa, qui régna sur la région vers l'an 477 de notre ère. Selon le récit généralement admis, Kashyapa s'empara du trône par la force et vécut dans la crainte permanente que l'héritier légitime ne revienne se venger. Poussé par cette profonde paranoïa, il décida d'abandonner entièrement l'ancienne capitale et de transférer tout son gouvernement vers l'endroit le plus sûr qu'il puisse trouver. Il choisit le sommet plat de Sigiriya avec l'intention d'y bâtir une forteresse dans le ciel pour protéger sa couronne. Pourtant, les ruines qui subsistent montrent qu'il y construisit quelque chose de bien plus complexe qu'un simple ouvrage militaire. Kashyapa conçut une vaste cité extrêmement organisée qui s'étendait bien au-delà de la base du rocher. L'accès occidental au rocher comporte un immense réseau de jardins d'eau couvrant de vastes portions des plaines inférieures. Ces jardins sont disposés selon une symétrie parfaite, avec un système très complexe de murs de soutènement, de bassins en terrasse et de fontaines décoratives. Cette organisation contraste fortement avec la jungle sauvage et désordonnée qui l'entoure, révélant une société qui savait profondément maîtriser son environnement. Le simple déplacement de la terre nécessaire pour créer ces surfaces aquatiques parfaitement planes constituait déjà, à lui seul, un immense chantier. Le véritable mystère de Sigiriya commence lorsqu'on lève les yeux depuis les jardins vers le sommet du rocher, situé 200 mètres plus haut. Le plateau supérieur couvre environ 1,6 hectares et était autrefois entièrement occupé par un luxueux palais à plusieurs niveaux. Les fouilles menées au sommet ont révélé les imposantes fondations de vastes bâtiments en briques,
des sols de marbre lisse et plusieurs plateformes d'observation. C'était une véritable cité royale fonctionnelle, avec des quartiers d'habitation, des salles de réunion et de profonds bassins destinés à recueillir l'eau de pluie. Le plan est magnifique, mais la manière dont les ouvriers de l'Antiquité ont réellement installé une ville entière au sommet d'une falaise à pic reste très discutée. L'histoire conventionnelle présente généralement la construction de Sigiriya comme un chantier ordinaire, achevé par des milliers d'ouvriers effectuant un travail manuel élémentaire. Cette explication devient beaucoup moins convaincante lorsqu'on considère le poids colossal des matériaux retrouvés au sommet. Les ouvriers durent hisser des millions de briques cuites, de lourdes poutres de bois et d'énormes blocs de marbre importés le long d'une paroi rocheuse verticale. Les flancs naturels de Sigiriya offrent presque aucun point d'appui, ce qui signifie que chaque élément devait être monté à l'aide d'échafaudages primitifs en bois ou de lourdes cordes. Aujourd'hui encore, les touristes s'épuisent pendant l'ascension, alors même qu'ils utilisent des escaliers modernes en acier fixés à la roche. Organiser une équipe chargée de monter des milliers de tonnes de matériaux lourds sur une falaise, face au vent violent et au vide, représente un cauchemar logistique majeur. Une seule pierre lâchée ou un échafaudage rompu pouvait entraîner de longs retards et de nombreuses morts. Lorsqu'on calcule les heures de travail nécessaires, la résistance exigée des cordages de levage et la brièveté du règne de Kashyapa, les calculs ne tiennent tout simplement pas. Les universitaires parlent rarement de la réalité physique du déplacement de tous ces matériaux, préférant se concentrer sur les belles œuvres du palais. Ignorer ces obstacles physiques considérables revient à éviter d'expliquer comment une main-d'œuvre du 5e siècle a réellement pu accomplir un tel exploit. Au-delà du transport de pierres lourdes, la prouesse technique la plus déroutante de Sigiriya concerne la maîtrise de l'eau. Un palais luxueux situé à 200 mètres d'altitude a besoin d'un approvisionnement constant et considérable en eau douce pour fonctionner. Même si le sommet possède des bassins recueillant la pluie, les saisons sèches du Sri Lanka sont sévères et nécessitaient une solution bien plus fiable. Pour y parvenir, les anciens bâtisseurs conçurent un système hydraulique très élaboré, destiné à faire monter l'eau depuis les lacs inférieurs jusqu'au palais. Ils ne se contentaient pas de transporter de lourds seaux par les escaliers, mais utilisaient un réseau complexe de conduites sous pression. Les archéologues ont découvert un immense réseau de tuyaux en terre cuite emboîtés, enfouis sous les jardins d'eau symétriques situés en contrebas. Ces conduites anciennes s'étendent sur des kilomètres et relient les lacs extérieurs aux fontaines et aux bassins de la ville basse. La plomberie est remarquablement bien conservée et témoigne d'une compréhension poussée du maintien d'une pression d'eau stable, malgré les différences de hauteur et de distance. La surprise fut grande lorsque les chercheurs constatèrent que ce réseau avait été conçu pour pousser l'eau vers le haut, en s'opposant directement à la gravité. Faire monter de l'eau le long d'une falaise verticale de 200 mètres exige une pression mécanique immense, du type de celle que nous associons habituellement aux machines industrielles modernes. Les ingénieurs modernes débattent encore du type exact de dispositif qui aurait permis aux bâtisseurs anciens de produire et de maintenir une telle force hydraulique. La pression interne nécessaire pour élever l'eau à cette hauteur ferait facilement éclater des conduites ordinaires en argile, ce qui suggère l'emploi de chambres de pression élaborées ou de vannes spécialisées aujourd'hui disparues. Ces bâtisseurs comprenaient manifestement la mécanique de l'eau d'une manière qui dépasse largement ce que l'on attend généralement de la technologie du 5e siècle. Les grandes institutions présentent souvent ces anomalies hydrauliques comme de simples notes de bas de page, plutôt que comme des preuves matérielles susceptibles de bouleverser notre vision de l'histoire. Lorsque la science moderne peine à reproduire les systèmes de pression utilisés par une société ancienne, cela suggère fortement que des pièces majeures manquent à nos livres d'histoire. Il est particulièrement commode de réduire Sigiriya à une simple forteresse construite à la main, plutôt que d'y voir un centre d'ingénierie ancienne avancé. Reconnaître le véritable génie mécanique nécessaire pour édifier et alimenter cette cité perchée menace la vision linéaire de l'histoire humaine que l'on nous enseigne à l'école. Faire monter de l'eau vers le ciel constitue une prouesse remarquable de l'ingénierie antique. Les bâtisseurs de Sigiriya maîtrisèrent les forces invisibles de la pression hydraulique pour conquérir leurs gigantesques rochers de granit. Mais sculpter d'immenses monuments de pierre directement dans la face verticale d'une montagne exige une toute autre maîtrise du travail en hauteur. Nous remontons maintenant dans le temps, approximativement entre 1000 et 500 ans avant notre ère, vers les paysages arides de l'Iran actuel, où les monts Zagros tranchent brutalement la plaine désertique en formant un immense mur vertical de pierre. 4 gigantesques façades en forme de croix sont directement taillées dans la partie supérieure de cette falaise imposante. Imaginez les découvrir pour la première fois,
suspendus très haut au-dessus du sol, comme d'immenses portes obscures donnant directement dans la montagne. Leur échelle et leur altitude extrême, qui contrastent avec le désert vide en contrebas, donnent au site une atmosphère profondément troublante. Sans rampe ni chemin visible pour les atteindre, elles semblent avoir été placées là par magie plutôt que par des mains humaines. Lorsque les premiers explorateurs européens découvrirent le site, ils furent totalement déconcertés par les difficultés logistiques qu'il impliquait. En arrivant au pied de la falaise depuis le désert, les équipes de relevés constatèrent que les sculptures étaient tellement hautes qu'elles leur étaient totalement inaccessibles. Les explorateurs n'avaient donc aucun moyen d'atteindre les entrées et durent dessiner les grandes croix à distance tout en débattant de la manière dont la roche avait pu être taillée. L'absence de corniche ou d'escalier visible obligeait à admettre que les bâtisseurs disposaient d'une méthode très élaborée pour travailler sur une paroi verticale. Cela remettait immédiatement en cause le récit conventionnel sur les capacités réelles des premières cultures. Ce site est aujourd'hui connu sous le nom de Naksh-e-Rostam et servi de nécropole royale au puissant empire achéménide. Ce vaste complexe funéraire abrite les tombes de personnages historiques extrêmement influents, notamment des souverains légendaires comme Darius le Grand et Xerxès Ier. Ces hommes ayant régné sur d'immenses territoires, ils disposaient d'une richesse considérable et d'une main-d'œuvre dédiée capable de réaliser de grands chantiers. Pourtant, choisir d'installer une nécropole royale à mi-hauteur d'une falaise verticale ne relevait ni d'une simple stratégie militaire, ni d'un désir de démonstration. Les historiens expliquent que l'emplacement des tombes était profondément lié aux croyances zoroastriennes dominantes de l'époque, car cette culture considérait la terre comme un élément profondément sacré. Enterrer les morts directement dans le sol était considéré comme une grave souillure. Afin de préserver la pureté de la terre, les architectes reçurent donc pour mission d'élever les tombes royales entièrement au-dessus du sol. Pour respecter cette stricte règle religieuse, les bâtisseurs choisirent l'option physiquement la plus exigeante, creuser directement la montagne. Derrière chacune des 4 immenses croix se cache une profonde chambre intérieure, taillée dans la roche-mère pour accueillir les dépouilles royales. Construire une tombe sécurisée est courant dans les empires anciens, mais réaliser ce projet à plusieurs mètres de hauteur au-dessus d'un à-pic en fait une véritable énigme d'ingénierie. Le principal mystère de Naksh-e-Rostam réside dans l'extrême logistique nécessaire pour sculpter la pierre en altitude. Construire depuis le sol permet aux ouvriers de se tenir sur une surface stable, d'ajuster les blocs un par un et de corriger facilement les petites erreurs au fur et à mesure. Mais tailler directement vers l'intérieur d'une montagne est une toute autre affaire. La marge d'erreur est pratiquement nulle. Un seul coup mal placé ou une fracture profonde pouvait ruiner toute la forme de la croix. Les bâtisseurs devaient donc calculer précisément les volumes intérieurs et les lignes extérieures bien avant d'enlever le moindre morceau de roche. À titre de comparaison, des équipes modernes utilisent aujourd'hui des relevés laser numériques et de lourdes machines diesel pour obtenir une telle précision dans la taille d'une montagne. Pourtant, les architectes anciens parvinrent à une planification spatiale d'une remarquable précision sans aucune technologie moderne. Les spécialistes avancent souvent que les ouvriers étaient simplement suspendus à de longues cordes, se balançant contre la paroi tout en frappant la roche avec de lourds maillets. Mais cette explication pose un problème mécanique évident. Un ouvrier suspendu à une corde ne dispose pratiquement d'aucun appui. La force d'un coup de marteau puissant repousserait son corps loin de la paroi. Porter les milliers de coups violents nécessaires pour creuser la montagne exige une plateforme parfaitement rigide et stable. Il est extrêmement difficile de tailler des angles droits nets et des surfaces lisses en étant suspendu dans le vide à une corde de chanvre. Si les ouvriers n'étaient pas suspendus à des cordes, l'autre solution logique serait donc un immense échafaudage en bois couvrant toute la hauteur de la falaise. Il faudrait alors envisager la logistique nécessaire pour transporter des milliers de lourdes poutres jusque dans un désert aride et construire une plateforme sûre pour des centaines de tailleurs de pierre. À titre de comparaison, l'installation d'un échafaudage moderne de cette taille nécessite de lourds tubes d'acier, des camions à plateau et des grues industrielles afin de verrouiller solidement les éléments. L'échafaudage antique aurait dû rester parfaitement stable sous les vents violents du désert, tout en supportant le poids considérable des fragments de pierre qui tombaient. Même en supposant que l'échafaudage ait été maîtrisé, l'idée conventionnelle selon laquelle ces façades impeccables auraient été réalisées avec de simples ciseaux en cuivre demeure difficile à concilier avec la dureté de la roche. Le cuivre étant un métal très tendre, tracer des lignes parfaitement droites dans la roche dure des monts Zagros avec ce matériau serait extrêmement difficile.
Les expériences modernes, menées avec des outils en cuivre conformes à l'époque, illustrent la lenteur du procédé. Il se déforme presque immédiatement lorsqu'il frappe une roche dure. Il s'émousse et se brise constamment, ce qui ralentit considérablement le travail. Pourtant, la perfection même des coupes et les angles intérieurs nets à 90 degrés suggère l'emploi d'outils géométriques avancés rarement attribués à cette époque. Il est particulièrement commode pour les historiens traditionnels de présenter l'endroit comme un simple site funéraire antique plutôt que comme un épicentre de l'ingénierie en altitude. En parlant sans fin des œuvres d'art et des textes religieux, ils détournent activement l'attention des anomalies de construction flagrantes qui se trouvent sous leurs yeux. La réalité physique de cette maçonnerie ne correspond tout simplement pas aux outils primitifs attribués à cette époque. Elle nous oblige à nous demander si ces bâtisseurs disposaient de méthodes de construction aujourd'hui entièrement perdues. Nous quittons donc le désert d'altitude des monts Zagros pour parcourir la moitié du globe jusqu'aux jungles denses et étouffantes du Mexique. Là, une société entièrement isolée résolvait un problème architectural très différent en maîtrisant l'écoulement complexe de l'eau sous pression dans les profondeurs du sol. Dans l'extrême sud du Mexique se trouve l'état dense et humide du Chiapas. Le paysage y est entièrement dominé par une forêt tropicale épaisse et impitoyable. L'air est lourd, rempli des cris de la faune et du ruissellement constant de l'humidité depuis la canopée. Au XIXe siècle, les premiers explorateurs passèrent des mois éprouvants à se frayer un chemin à travers ce mur végétal. Ils endurèrent des pluies intenses et des conditions difficiles pour cartographier ce territoire encore inexploré. Ce qu'ils finirent par découvrir, entièrement caché sous la végétation envahissante, était le sommet d'immenses pyramides de pierre. Ces structures imposantes appartenaient à Palenque, une vaste cité antique que la jungle avait peu à peu entièrement engloutie. Lorsque les premières équipes de relevés arrivèrent dans les années 1840, elles transportaient du matériel lourd et dessinaient les ruines à la main à la lumière des feux de camp. Elles observaient les toits de pierre effondrés et les cours envahis par la végétation, considérant les Mayas comme une culture disparue d'un grand raffinement artistique. Elles distinguaient aisément la magnifique architecture visible en surface, mais le véritable génie des infrastructures urbaines se trouvait profondément enfoui sous terre. Les explorateurs cartographièrent les beaux temples, puis repartirent, sans savoir qu'ils marchaient directement au-dessus d'un réseau technique antique très élaboré. Il fallut plus d'un siècle et demi pour que la science moderne comprenne ce qui se cachait sous les places de pierre. Palenque atteignit son apogée pendant la période classique maya, autour du 7e siècle. Cet âge d'or de la construction fut porté par le long règne du roi Pakal le Grand. Sous son autorité, la colonie devint un vaste centre urbain hautement organisé. Ses architectes édifièrent un vaste palais central, de grandes places publiques et de hauts temples couverts de sculptures en stuc d'un incroyable niveau de détail. Ces sculptures relatent l'histoire royale de la cité et représentent les souverains ainsi que leur vie quotidienne. En parcourant les ruines aujourd'hui, on distingue clairement l'organisation d'une société profondément investie dans l'urbanisme. Ils construisirent d'immenses terrasses de pierre pour niveler le terrain escarpé et créer des fondations parfaitement planes pour leur capitale en expansion. Édifier une ville de pierre dans une forêt tropicale pose des défis environnementaux très particuliers. La région reçoit chaque année d'énormes quantités de pluie et la ville se situe directement au pied d'une chaîne montagneuse abrupte, ce qui signifie que les eaux de crue descendent constamment les pentes vers le centre urbain. Pendant longtemps, les archéologues ont supposé que les Mayas se contentaient de simples tranchées en pierre pour détourner cette eau loin des bâtiments. Ils considéraient les Mayas comme de brillants astronomes et sculpteurs, mais jugeaient généralement leur ingénierie urbaine pratique assez élémentaire. Cette vision domina pendant des décennies, jusqu'à ce qu'un examen plus attentif du sous-sol révèle quelque chose de totalement inattendu. Le véritable génie mécanique de Palenque fut finalement mis en lumière par l'hydroarchéologue moderne Kirk French. Il entreprit de cartographier les réseaux hydrauliques souterrains de la ville afin de comprendre précisément comment les anciens bâtisseurs géraient l'abondant ruissellement de la jungle. Au cours de ces relevés, son équipe et lui se concentrèrent sur un canal souterrain précis, connu sous le nom d'aqueduc de Piedras Bolas. Ce tunnel de pierre était alimenté par une source naturelle située bien plus haut sur la montagne. En suivant le tracé de l'aqueduc le long de la pente, French remarqua une modification volontaire et très inhabituelle de l'architecture du tunnel. Le conduit principal était large près de la source afin de capter un grand volume d'eau. Mais à mesure que le canal descendait, ses parois se resserraient progressivement. Lorsque l'aqueduc atteignait la ville basse, son ouverture était nettement plus étroite qu'à la source.
Ce rétrécissement n'était ni accidentel, ni le résultat d'un raccourci pris par des ouvriers fatigués. En forçant un grand volume d'eau à descendre dans un espace de plus en plus réduit, les Mayas créaient délibérément une pression hydraulique. À l'extrémité inférieure de l'aqueduc, l'eau sortait avec une force suffisante pour jaillir à environ 6 mètres de hauteur. La construction de ce système exigeait une prévoyance et une précision remarquables. Les bâtisseurs devaient tailler les blocs de calcaire afin qu'ils s'emboîtent parfaitement et rendre les joints suffisamment étanches pour que la pression ne fasse pas éclater les parois du tunnel. Si le rétrécissement était trop brutal, la pression pouvait détruire les murs. S'il était trop progressif, l'eau ne ferait que s'écouler lentement. Il devait donc calculer avec précision le rapport entre le volume d'eau et la déclivité du terrain. Tout cela fut réalisé avec de la pierre locale et une excellente maîtrise des mathématiques afin de créer un système parfaitement fonctionnel, sans vannes métalliques ni pompes modernes. La présence d'une pression hydraulique conçue volontairement dans une ville mésoaméricaine antique pose un problème important à la chronologie traditionnelle des inventions humaines. Les ouvrages historiques conventionnels présentent souvent l'eau sous pression comme une invention propre à l'Ancien Monde. Il est largement enseigné que les Romains étaient la seule société antique capable de concevoir une plomberie aussi avancée. Les vestiges de Palenque montrent pourtant que des ingénieurs mayas, totalement isolés du monde européen, maîtrisèrent indépendamment les principes complexes de la dynamique des fluides. Ils y parvinrent des siècles avant tout contact avec l'Europe, ce qui modifie profondément notre perception de leurs capacités techniques. Pour les Mayas, il ne s'agissait pas d'une simple expérience scientifique théorique. Ils utilisèrent concrètement cette eau sous pression pour améliorer fortement la vie quotidienne dans la ville. La force produite par l'aqueduc de Piedras Bolas suffisait à alimenter des fontaines décoratives sur les principales places, offrant une démonstration spectaculaire de richesse et de maîtrise de la nature. Plus impressionnant encore, elle permettait d'acheminer directement de l'eau douce sous pression jusque dans les habitations. Les habitants disposaient ainsi, au cœur d'une jungle dense, d'un véritable système de plomberie intérieure fonctionnel il y a plus de 1000 ans. Le monde universitaire moderne éprouve souvent de grandes difficultés à mettre à jour les livres d'histoire lorsque de telles preuves matérielles apparaissent. L'idée selon laquelle Rome représentait le sommet absolu de l'ingénierie antique est profondément ancrée dans les représentations traditionnelles de l'histoire. Lorsqu'il est démontré qu'une société de la jungle disposait d'une plomberie intérieure fonctionnelle, cette découverte est souvent minimisée dans les rapports officiels afin de protéger les anciennes théories. La réalité physique d'un système de pression hydraulique enfoui sous la jungle redéfinit complètement les capacités des premières sociétés. Les Mayas transformèrent en quelque sorte la montagne elle-même en machine hydraulique. Cette même manière d'utiliser la terre comme un outil, et non comme une simple fondation, réapparaît à des milliers de kilomètres de là, sur les hauts plateaux d'Éthiopie. Mais ces bâtisseurs ne creusaient pas d'étroits canaux de pierre pour pousser l'eau. Ils entaillaient directement la roche volcanique vers le bas, afin de faire émerger du sol des cathédrales entières aux formes géométriques. Nous quittons les jungles denses du Mexique et traversons le monde jusqu'aux hauts plateaux montagneux d'Éthiopie, à la fin du XIIe siècle. Le paysage se compose ici de collines ondulantes et de vastes étendues plates de roches volcaniques rouges. Imaginez-vous debout sur une surface parfaitement plane de cette terre dure, puis découvrant soudain sous vos pieds une immense fosse verticale. Tout au fond de cette apic, entièrement sous le niveau du sol, apparaît le toit d'une cathédrale en forme de croix, taillée avec une grande précision. Comme aucun bâtiment n'est visible de loin à la surface, le site semble incroyablement dissimulé. Il faut littéralement se tenir au bord de la tranchée pour comprendre qu'un immense édifice de pierre existe juste sous ses pieds. La tradition historique attribue ce site spectaculaire au roi Lalibela. Après une période de graves conflits régionaux, il voulut créer une nouvelle Jérusalem pour les pèlerins chrétiens qui ne pouvaient plus se rendre en sécurité en Terre Sainte. Plutôt que de construire en surface une ville traditionnelle entourée de remparts, ces architectes adoptèrent une vision bien plus radicale, en dessinant tout un complexe religieux sous terre. Le site comprend 11 églises distinctes, toutes directement taillées vers le bas dans la roche volcanique. Ces 11 structures imposantes sont reliées par un labyrinthe extrêmement complexe de tunnels souterrains, de passages étroits et de profondes tranchées. Ce réseau permet de circuler d'une église à l'autre sans avoir à remonter à la surface. La plus célèbre de ces constructions présente une forme de croix géométrique presque parfaite, enfoncée à plusieurs mètres dans le sol. Si l'histoire religieuse est fascinante, c'est surtout l'ampleur de cette taille qui déconcerte les ingénieurs modernes. Construire une cathédrale classique vers le haut permet d'empiler les blocs, de vérifier la charge du toit
et de corriger les erreurs à mesure que l'édifice s'élève. Sculpter au contraire un bâtiment massif vers le bas, dans un seul bloc continu de roche, ne laisse pratiquement aucune marge d'erreur. Une seule fissure profonde dans la roche ou un coup de marteau mal placé pouvait compromettre tout l'édifice. Les architectes devaient prévoir chaque salle, chaque fenêtre en arc et chaque porte décorée à l'intérieur de la masse rocheuse avant même de retirer le premier fragment. À titre de comparaison, une telle précision exige aujourd'hui des logiciels avancés de modélisation numérique et des machines guidées par laser. Les anciens bâtisseurs éthiopiens devaient calculer les volumes intérieurs exacts et le poids du plafond de pierre uniquement grâce aux mathématiques et à leur perception de l'espace. Imaginez la logistique nécessaire pour creuser une pièce dans une montagne tout en sachant exactement quelle épaisseur de roche laisser au plafond pour éviter qu'il ne s'effondre sur les ouvriers. L'intérieur de ces églises présente de magnifiques voûtes et des sols lisses, tous taillés dans le même bloc de roche, afin d'obtenir une remarquable symétrie malgré l'obscurité. Les bâtisseurs devaient aussi tenir compte des failles naturelles dissimulées dans la pierre et adapter aux besoins les piliers sculptés afin qu'ils supportent le poids colossal situé au-dessus. Des études géologiques récentes montrent qu'ils durent également prévoir, dès le même chantier, des systèmes extérieurs de drainage très élaborés. La région connaît de fortes pluies saisonnières, si bien que les tranchées devaient être inclinées avec précision pour éloigner l'eau des parois de pierre. Une erreur de seulement quelques degrés dans les canaux souterrains pouvait rapidement inonder l'ensemble du complexe et endommager les églises. Ils construisirent ainsi en pratique un immense réseau d'évacuation souterrain directement dans la roche. Une telle réalisation suppose une connaissance concrète de la gestion de l'eau, rarement associée à une main-d'œuvre médiévale. Mais le creusement de ces profondes tranchées soulève aussi un obstacle logistique majeur que les récits traditionnels évoquent souvent très peu. Tailler la roche n'était que la première étape. Il fallait ensuite remonter manuellement des milliers de tonnes de déblais volcaniques hors de fosses profondes afin de dégager le chantier. À titre de comparaison, une grue industrielle moderne peut généralement soulever environ 50 à 100 tonnes à la fois. Les ouvriers anciens durent évacuer une quantité prodigieuse de roches le long de parois presque verticales, dans des espaces extrêmement contraints. Les tranchées étant très étroites, il restait peu de place pour installer de grands dispositifs de levage en bois ou de lourdes rampes. La chronologie dominante insiste fortement sur l'idée qu'une petite main-d'œuvre médiévale aurait achevé cet immense travail d'excavation en seulement 24 ans. Certaines figures qui jouent le rôle de gardiens intransigeants de cette chronologie admise défendent ce récit à tout prix. Elles réduisent souvent ces sites lourdement élaborés au simple produit d'une intense dévotion religieuse et d'un travail manuel élémentaire. En se concentrant entièrement sur la foi des bâtisseurs, elles évitent activement de répondre aux difficiles questions mathématiques concernant le rythme de construction nécessaire. Pour achever 11 églises souterraines en quelques décennies, les ouvriers auraient dû retirer chaque jour une quantité considérable de roches compactes sans provoquer le moindre effondrement structurel. Les échecs d'expériences modernes donnent à ce mystère une réalité physique très différente. Lorsque des équipes modernes tentent de reproduire exactement ce type de taille de roche avec des outils manuels conformes à l'époque, les outils métalliques se déforment rapidement et se brisent contre la roche volcanique dense. L'idée que de simples pics et ciseaux en fer aient pu creuser avec une telle précision 11 immenses cathédrales dans un délai aussi court ne tient tout simplement pas. Les outils auraient dû être constamment affûtés et remplacés, ralentissant le rythme quotidien jusqu'à devenir extrêmement faible. Cela met en évidence un écart immense entre les preuves matérielles inscrites dans la roche et les outils simples auxquels les bâtisseurs auraient eu accès. Les calculs portant sur la quantité de roches retirées, les systèmes hydrauliques et l'extrême brièveté du calendrier sont vivement contestés par des ingénieurs indépendants. Cela nous amène à nous demander si nos représentations de la technologie médiévale ne dissimulent pas délibérément une civilisation bien plus avancée, dotée de techniques de construction que nous n'avons pas encore redécouvertes. Les calculs donnent une image très différente. Tailler une cathédrale entière hors de la terre révèle une maîtrise totale de la roche massive. Cette capacité spectaculaire à travailler des volumes de pierre considérables réapparaît ailleurs, mais pour une motivation complètement différente. Nous quittons la roche sacrée d'Éthiopie pour la haute et aride vallée de Zacatecas, dans le nord du Mexique, approximativement entre les années 500 et 900 de notre ère. L'environnement y est totalement impitoyable. Le soleil brûlant dessèche les broussailles et de puissants vents balayent le sol craquelé d'une vallée désolée. La chaleur rayonne depuis la terre, rendant tout effort physique épuisant. Au milieu de cette étendue aride,
surgit une colline rocheuse escarpée, avec des versants presque verticaux sur plusieurs côtés. Directement au sommet de ce point d'observation naturel, se dresse une vaste et imposante citadelle de pierre. Elle domine l'horizon vide, forteresse isolée dans un paysage qui semble incapable de soutenir une importante population humaine. En franchissant les murailles défensives extérieures, on découvre un vaste complexe très organisé, aujourd'hui connu sous le nom de La Quemada. Le site constitue un remarquable exemple d'adaptation à un terrain difficile. Les bâtisseurs aménagèrent de grandes terrasses de pierre pour niveler la pente irrégulière et fournir des fondations stables à de lourdes constructions. Au cœur du complexe se trouve la salle des colonnes, vaste espace fermé autrefois, couvert d'un toit élevé soutenu par d'épais piliers cylindriques en pierre. À proximité s'élève la pyramide votive, structure raide aux angles prononcés qui atteint environ 15 mètres de hauteur. Ces secteurs sont reliés par un réseau de passages surélevés et de places en contrebas, le tout entouré d'imposants murs défensifs conçus pour résister à un assaut majeur. Au-delà des édifices centraux, le site est structuré par un vaste réseau de routes anciennes. Ces larges chaussées pavées rayonnent depuis la forteresse à travers la vallée et relient la citadelle à de petites implantations satellites. Construire un réseau routier lourd en pierre dans le désert suppose l'existence d'un pouvoir régional unifié et puissant, très engagé dans le contrôle des échanges et des déplacements. L'architecture fut conçue pour durer et exigea une main-d'œuvre spécialisée et hautement qualifiée. Chaque bloc massif devait être extrait, façonné puis hissé sur les pentes abruptes sous un soleil désertique écrasant. Maintenir un chantier de cette ampleur exigeait une chaîne d'approvisionnement agricole considérable et une source permanente d'eau. Rien de tout cela n'existe naturellement en abondance dans ce milieu aride. Les bâtisseurs durent concevoir des systèmes complexes de collecte pour retenir les rares pluies et probablement transporter de l'eau douce et des récoltes sur plusieurs kilomètres afin de maintenir les ouvriers en vie. De plus, soutenir l'immense toiture de la salle des colonnes nécessitait d'énormes poutres en bois. Obtenir une telle quantité de gros bois impliquait d'abattre des forêts entières et de traîner les troncs à travers le désert sec, ajoutant une difficulté logistique considérable au chantier. La présence d'une forteresse aussi massive et permanente à cet endroit précis constitue une importante anomalie géographique. Les récits historiques sur la vallée de Zacatecas décrivent une région occupée presque exclusivement par des groupes nomades, souvent réunis sous le terme de chichimèques. Les conditions difficiles obligeaient les populations locales à se déplacer constamment à la recherche de ressources saisonnières rares, laissant très peu de traces matérielles durables. Des groupes nomades ne s'arrêtent généralement pas pendant de longues périodes pour construire de vastes salles à colonnes, des pyramides défensives et des réseaux de routes pavées. Le volume de pierres déplacées et l'ingénierie spécialisée nécessaire à la construction de la Quemada indiquent au contraire une civilisation très organisée et profondément implantée, prospérant dans une zone longtemps considérée comme un quasi-désert archéologique. Malgré l'ampleur impressionnante des ruines, le site reste totalement silencieux sur l'identité de ses bâtisseurs. Aucun texte n'est gravé dans la pierre, aucune statue identifiable n'a été retrouvée, et aucun marqueur culturel ne relie clairement la forteresse aux grands empires connus de l'ancien Mexique. Les archéologues qui recherchent les signatures architecturales habituelles des Aztèques, des Toltèques ou des Mayas n'en trouvent aucune. Les bâtisseurs ressemblent ainsi à une société fantôme. Ils possédaient les connaissances nécessaires pour édifier une immense citadelle, tout en restant en dehors des frontières connues des grandes civilisations. Ils ne laissèrent aucun indice clair sur leur identité, leur langue ou la véritable fonction de cette forteresse désertique. Ils formaient une puissance isolée, déconnectée des grands centres culturels situés plus au sud. Le mystère s'épaissit encore lorsqu'on examine les traces matérielles sombres dispersées dans les ruines. Les fouilles menées dans toute la forteresse ont révélé d'importants dépôts d'ossements humains. Il ne s'agissait pas de sépultures formelles, soigneusement organisées dans un cimetière. Les restes étaient fortement fragmentés, désordonnés et dispersés sur les sols des places et des pyramides. Les os portent des marques de découpe et de traumatismes extrêmes, suggérant un événement soudain, chaotique et d'une grande violence. La présence d'une grande quantité de restes humains brisés dans les espaces de vie donne une image brutale des derniers jours de la citadelle. À cette scène sombre s'ajoute une épaisse couche de cendres et des traces profondes de brûlures incrustées dans les murs de pierre. Le nom « La Quemada » signifie justement « la ville brûlée », et les dommages physiques expliquent parfaitement pourquoi. La forteresse ne s'est pas simplement dégradée au fil du temps par abandon ou à la suite d'une lente migration hors du désert. Elle fut ravagée par un incendie d'une intensité extrême
qui fit s'effondrer les lourdes charpentes en bois sur les salles à colonnes. La chaleur nécessaire pour noircir aussi profondément les épaisses parois de pierre suggère un acte de destruction volontaire et massif. Tout indique une tentative délibérée d'effacer complètement le site. Les vestiges laissent ainsi une immense cicatrice brûlée dans le récit historique. Une civilisation inconnue construisit une citadelle fortement fortifiée afin de se protéger dans un environnement d'une extrême dureté. Ces bâtisseurs maîtrisèrent la logistique nécessaire pour transporter de lourdes pierres et du bois à travers le désert et édifier une place forte presque imprenable. Pourtant, une force encore plus puissante finit par atteindre les portes, franchit les murailles, dispersa les défenseurs et réduisit toute la ville en cendres. L'identité des bâtisseurs comme celle de l'armée qui les détruisit demeure inconnue. Les ruines furent ensuite totalement abandonnées au vent du désert, devenant un monument silencieux à une guerre oubliée. La fin violente de la Quemada montre jusqu'où certaines sociétés anciennes allèrent pour défendre leur territoire dans des paysages hostiles. Tandis que cette société anonyme protégeait ses murs de pierre au nord, une autre culture affrontait plus au sud un environnement tout aussi rude. Nous quittons donc les ruines calcinées du désert mexicain pour descendre la côte pacifique jusqu'à la vallée de Moche, au Pérou. Cette région compte parmi les bandes côtières les plus sèches de la planète, un lieu où le soleil semble effacer toute couleur du sol et où la pluie est un événement rare, presque légendaire. Pourtant, sur environ 20 km² de cette plaine poussiéreuse, s'étendent les vestiges d'une métropole qui défie les règles ordinaires de l'architecture. Voici Chan Chan, cœur impérial de l'empire Chimú. Contrairement aux forteresses de pierre découvertes plus tôt, cette ville entière, chaque mur, chaque pièce et chaque pyramide imposante, fut construite exclusivement en terre crue non cuite. Lorsque les conquistadors espagnols arrivèrent au XVIe siècle, ils furent stupéfaits par l'ampleur de ce qu'ils découvrirent. Les premiers chroniqueurs, comme Pedro Cieza de León, décrivirent des murailles qui semblaient s'étendre sans fin, et une ville si vaste et si riche qu'elle paraissait davantage relever du rêve que d'un avant-poste désertique. Les Espagnols ne venaient cependant pas pour l'architecture. Ils étaient attirés par les récits évoquant des murs d'or. Ils trouvèrent des palais dont l'adobe avait autrefois été recouvert de métaux précieux étincelants, réfléchissant le soleil brutal de la côte. Parcourir les ruines aujourd'hui donne l'impression d'entrer dans un gigantesque labyrinthe de terre. La ville est divisée en 10 citadelles royales distinctes, ou ciudadelas, chacune entourée d'épais murs d'adobe atteignant environ 9 mètres de hauteur. Il ne s'agissait pas simplement de résidences, mais de véritables univers autonomes. Chaque citadelle possédait ses palais, ses places, d'immenses entrepôts et même sa propre plateforme funéraire réservée aux souverains. Les Chimú formaient une société riche et extrêmement organisée, qui connut son apogée entre les années 850 et 1470 de notre ère et domina plus de 1600 km de côte. Ils étaient les maîtres incontestés du littoral, et Chan Chan représentait matériellement leur maîtrise complète de l'environnement. L'intérieur de la ville est un chef-d'œuvre d'art en argile. Chaque surface est couverte de reliefs d'une extrême finesse qui se répètent en motifs hypnotiques et presque infinis. Au lieu des scènes de guerre ou de sacrifices fréquentes dans d'autres cultures, les Chimú décorèrent leur univers avec des motifs issus de l'océan. On y voit des kilomètres de vagues sculptées, des bancs de poissons, des oiseaux marins, et même les complexes motifs en losange des filets de pêche. Ces dessins étaient imprimés dans la terre encore humide au fur et à mesure de l'élévation des murs, créant un lien permanent entre la ville et l'océan Pacifique, situé à seulement quelques kilomètres. Mais ce choix de matériaux conduit au premier grand mystère de Chan Chan. Construire une capitale de premier ordre en terre séchée dans une vallée côtière représentait un pari architectural extrême. La région est habituellement presque totalement aride, mais elle se trouve directement sur la trajectoire du cycle climatique El Niño. Toutes les quelques décennies, le climat bascule brutalement et peut déverser en une seule semaine davantage de pluie que la vallée n'en reçoit normalement en 10 ans. La terre crue se comporte comme une éponge lorsqu'elle est mouillée. Sous de fortes pluies, ces immenses murailles auraient dû se dissoudre et retourner au sol, transformant toute la capitale impériale en une plaine de boue. À titre de comparaison, des constructions modernes en adobe de cette même vallée ont été entièrement détruites par des inondations liées à El Niño au cours des dernières décennies. La question est donc de savoir pourquoi les Chimú ont choisi de bâtir la plus grande ville en terre de la planète dans une région connue pour ses pluies catastrophiques. Les vestiges montrent qu'ils ne se contentaient pas d'espérer que tout irait bien. Ils possédaient une compréhension avancée des cycles climatiques à long terme,
dont certains mécanismes ne sont pleinement étudiés que depuis peu. Ils donnèrent à leurs murs une forme particulière, plus large à la base et plus étroite au sommet, afin de mieux évacuer l'eau. Ils appliquèrent des enduits protecteurs spécialisés et conçurent des pentes de drainage complexes qui éloignaient les eaux de crue des fondations. Leur maîtrise de l'environnement local fut telle que leur ville en terre resta debout pendant plus de 6 siècles, survivant à des tempêtes capables de détruire des infrastructures modernes. Survivre à la pluie constituait un défi, mais trouver de l'eau potable dans le désert en était un autre. Pour soutenir une population proche de 60 000 habitants, les Chimous durent repenser la gestion ancienne de l'eau. Ils creusèrent dans le désert de vastes dépressions rectangulaires appelées huachak. Ce n'étaient pas de simples puits de village. Il s'agissait d'immenses réservoirs accessibles à pied, suffisamment profonds pour atteindre directement la nappe phréatique cachée sous le sable. Ces jardins en contrebas leur permettaient de cultiver des plantes et d'obtenir de l'eau douce à l'intérieur même des murailles, malgré la chaleur du désert. L'ingénierie devient encore plus complexe lorsqu'on observe les environs de la ville. Pour maintenir la capitale en vie, les bâtisseurs construisirent un vaste réseau de canaux qui parcouraient des kilomètres à travers le paysage aride. Ces conduits étaient inclinés avec une grande précision pour capter l'eau des rivières issues des Andes lointaines et la guider à travers le désert. À titre de comparaison, maintenir un débit constant sur des kilomètres de terrain sablonneux irrégulier exige une précision topographique qui s'appuie aujourd'hui sur le GPS et des niveaux laser. Les Chimous devaient déterminer avec exactitude la pente du terrain. Si le canal était trop incliné, l'eau circulait trop vite et érodait ses parois de terre. S'il était trop plat, l'eau s'infiltrait simplement dans le sable et disparaissait. Les Chimous maintinrent cet équilibre délicat pendant des siècles, créant une oasis verdoyante et prospère dans l'un des environnements les plus rudes de la planète. Ce système était si vital qu'il finit par provoquer leur perte. Lorsque l'empire Inca en expansion arriva à la fin du XVe siècle, les murailles de Chan Chan, hautes d'environ 9 mètres, se révélèrent presque impossibles à franchir. La ville était une véritable forteresse. Mais les Incas comprirent qu'ils n'avaient pas besoin d'abattre les murs. Il leur suffisait de trouver le pouls de la ville. Ils repérèrent le canal principal dans les montagnes et détournèrent l'eau. Privée de sa rivière artificielle, la capitale fut reprise par le désert en quelques semaines, obligeant les Chimous à abandonner leur empire. Même après sa chute, le mystère des richesses cachées de Chan Chan continua de hanter le site. Pendant des siècles, pillards et chercheurs de trésors percèrent des tunnels dans les murs d'adobe à la recherche de l'or décrit par les premiers chroniqueurs espagnols. En 1801, un seul groupe de pillards aurait extrait de l'une des tombes royales des objets en or d'une valeur supérieure à 3 millions de dollars. Ces pillages répétés ont profondément marqué la ville, mais les immenses murs de terre sont toujours là. Le volume colossal de terre déplacé pour édifier cette métropole, associé à la précision de ses systèmes hydrauliques, montre que les Chimous étaient de véritables maîtres du génie civil. Nous quittons les immenses murailles d'adobe de la côte péruvienne pour revenir vers les jungles denses de l'Amérique du Nord. En pénétrant profondément dans la région Puuc de la péninsule du Yucatan, le paysage passe du désert aride à une forêt tropicale épaisse et basse. Lorsque les explorateurs du début du XIXe siècle commencèrent à dégager la végétation dense, ils s'attendaient à découvrir les ruines mayas anguleuses habituelles. Ils mirent pourtant au jour une structure colossale qui rompait complètement avec les règles architecturales ordinaires de la Mésoamérique antique. S'élevant à plus de 30 mètres dans la canopée, se dresse un immense édifice connu sous le nom de pyramide du Devin. Contrairement aux angles nets en gradin présents sur presque tous les autres sites de la région, ce monument massif possède des bords remarquablement lisses et arrondis. Toute la base du bâtiment est elliptique, ce qui lui donne une silhouette fluide, presque aérodynamique, contrastant fortement avec les angles droits généralement associés aux constructions antiques en pierre. Ce site est l'ancienne ville d'Uxmal, qui atteignit l'apogée de sa puissance pendant la période maya tardive, entre les années 700 et 1000 de notre ère. La pyramide arrondie constitue le centre d'un vaste complexe urbain caractérisé par une technique très spécifique appelée architecture Puuc. La caractéristique principale de ce style réside dans la moitié supérieure des bâtiments, entièrement recouverte de façades de pierre composées de mosaïques extrêmement complexes. Les bâtisseurs ne se contentaient pas de sculpter des motifs sur un mur plat. Ils taillaient des milliers de pièces géométriques individuelles dans le calcaire, puis les assemblaient comme un gigantesque puzzle de pierre afin de former des motifs répétitifs de serpents et de treillis élaborés. Assembler ces mosaïques de pierre imbriquées sur les façades de bâtiments monumentaux
exige un niveau extrême de précision mathématique et une planification spatiale avancée. Pour prendre toute la mesure de ce travail de pierre, il faut observer le bâtiment administratif voisin, installé sur une immense plateforme artificielle juste à côté de la pyramide. La façade supérieure de ce seul édifice s'étend sur plus de 90 mètres et contient plus de 20 000 pierres taillées individuellement. Chacune fut façonnée avec des outils simples, puis mise en place sans appareil de levage métallique lourd. La quantité de calcaire qu'il fallut extraire, transporter et sculpter pour bâtir la ville supposait une chaîne logistique comparable, par son ampleur, à celle d'un chantier moderne. Les ouvriers devaient extraire la pierre brute des carrières locales, la traîner sous la chaleur tropicale, puis la confier à des artisans capables d'exécuter ces motifs géométriques d'une grande précision. La véritable singularité technique d'Uxmal réside dans la construction physique de la pyramide principale. Édifier une pyramide carrée classique revient, de manière relativement simple, à empiler les blocs vers l'intérieur selon un angle régulier et prévisible. Construire une structure massive aux côtés elliptiques et courbes est mécaniquement beaucoup plus complexe. À chaque niveau, les architectes devaient recalculer constamment le rayon changeant de la courbe afin que les lourds blocs de pierre s'emboîtent solidement sans compromettre la stabilité de toute la masse située au-dessus. Les blocs calcaires du parement extérieur devaient être taillés un par un, selon des angles précis et variables, afin de conserver ce profil extérieur lisse et arrondi à mesure que l'édifice gagnait en hauteur. Obtenir une géométrie courbe aussi régulière à une échelle monumentale suppose une compréhension poussée des charges structurelles, bien au-delà d'une simple maçonnerie élémentaire. Au-delà de la complexité visuelle des murs incurvés, les bâtisseurs d'Uxmal intégrèrent volontairement dans la pierre une caractéristique invisible, particulièrement élaborée. L'escalier abrupt en calcaire qui monte le long de la face occidentale de la pyramide n'est pas seulement un passage destiné aux prêtres et aux souverains. Il fonctionne comme un immense instrument acoustique accordé avec précision. Si l'on se tient au pied des marches et que l'on frappe fortement dans ses mains, l'onde sonore remonte la face de la pyramide et interagit directement avec la pierre sculptée. Au lieu de renvoyer un écho creux ordinaire, la structure transforme complètement le son. L'écho qui redescend le long des marches ressemble au cri aigu et caractéristique du quetzal. Le quetzal était un animal profondément sacré pour les Mayas et symbolisait le lien matériel entre la terre et le ciel. Ce phénomène acoustique n'est pas présenté comme un simple hasard, ni comme un effet de l'environnement de la jungle. Il provient des dimensions physiques particulières des marches de pierre. La hauteur et la profondeur de chaque degré sont très précisément définies, et ensemble, elles agissent comme un immense filtre acoustique matériel. Lorsque le claquement sec des mains atteint l'escalier, l'onde sonore se fragmente immédiatement sur la géométrie du calcaire. Le décalage entre le son réfléchi par les marches du bas et celui renvoyé par les marches du haut crée une variation progressive de fréquence qui reproduit le cri descendant de l'oiseau sacré. À titre de comparaison, reproduire aujourd'hui un tel effet acoustique en architecture nécessite une modélisation informatique et des matériaux spécialisés d'amortissement sonore afin de contrôler précisément les ondes réfléchies. Les bâtisseurs d'Uxmal réussirent pourtant à calculer des fréquences précises et à les inscrire directement dans une immense matrice de pierre, sans aucun instrument acoustique moderne. Ils conçurent une pyramide monumentale porteuse qui fonctionnait également comme un remarquable dispositif de transformation du son. Cela révèle une société disposant d'une connaissance pratique de la physique acoustique et capable de l'intégrer à ses grands ouvrages publics. Pouvoir prévoir mathématiquement le comportement d'un son lorsqu'il frappe une masse de pierre, puis façonner cette masse de manière à imiter un cri animal précis, représente une réalisation technologique remarquable. Cela nous oblige à reconnaître que ces architectes anciens appliquaient des connaissances scientifiques qui redéfinissent profondément notre compréhension de leurs capacités réelles. Tandis que les Mayas concevaient une immense matrice de pierre destinée à filtrer et à transformer les ondes sonores, à l'exact opposé du globe, des milliers d'années plus tôt, une autre civilisation utilisait une approche géométrique étonnamment comparable pour filtrer un élément beaucoup plus lourd. Nous quittons les jungles humides du Yucatan pour la chaleur brûlante du sud-ouest de l'Iran, dans la province aride du Khouzestan. Le paysage est une vaste plaine desséchée où le soleil frappe sans relâche la terre craquelée et où les températures atteignent régulièrement des niveaux extrêmes. Cet environnement est profondément hostile à une implantation humaine de grande ampleur. En 1935, une équipe britannique de prospection pétrolière survolait cette étendue vide à bord d'un petit avion.
Les prospecteurs observaient le sol à la recherche de failles géologiques susceptibles de signaler des réserves naturelles de pétrole enfouies sous la surface. En regardant par la fenêtre de leur biplan, ils remarquèrent au sol une immense empreinte carrée, manifestement artificielle, projetant des ombres géométriques nettes sur les dunes ondulantes. La symétrie extrême de la forme excluait immédiatement une formation rocheuse naturelle et évoquait plutôt une gigantesque pièce de puzzle conçue par l'homme et déposée au milieu du désert. Des expéditions terrestres finirent par atteindre ces coordonnées isolées. Ce qu'elles découvrirent sous la terre nécessita plusieurs décennies de fouilles manuelles intensives. Le volume de sable transporté par le vent qui avait enseveli le site pendant plus de 3 millénaires était stupéfiant. Les équipes retirèrent des centaines de milliers de tonnes de terre désertique lourde, révélant les ruines remarquablement préservées d'une immense ziggourate à plusieurs niveaux. Cette vaste construction, aujourd'hui appelée Choga Zanbil, est l'une des plus grandes et des mieux conservées parmi les pyramides à degrés du monde antique. Les sources historiques indiquent que le complexe fut bâti vers 1250 avant notre ère par le roi élamite Untash-Napirisha. Son objectif était d'établir une nouvelle capitale religieuse, un centre sacré destiné à unir les différentes composantes de son empire en expansion. Le seul volume de matières premières utilisé pour édifier ce monument colossal constitue déjà une prouesse technique. Le cœur massif de la pyramide est composé de briques de terre séchées au soleil, tandis que son épais parement extérieur compte des millions de briques cuites individuellement. Cuire une telle quantité de briques dans un désert aride exigeait d'immenses réserves d'un combustible pourtant rare et de grands fours capables de fonctionner à une échelle presque industrielle, ce qui représentait un défi logistique considérable avant même l'élévation du premier mur. Les architectes adoptèrent une méthode de construction très particulière afin d'assurer la stabilité de cette masse immense. Contrairement à d'autres ziggourats de la région, où les niveaux successifs étaient simplement ajoutés les uns sur les autres, les 5 étages de Choga Zanbil furent construits simultanément depuis le sol. Les niveaux carrés furent emboîtés les uns dans les autres comme une série de lourdes boîtes creuses, puis reliés par de profondes fondations souterraines. Les briques étaient assemblées au moyen d'asphalte naturel extrait localement, un liant très résistant qui protégeait la construction contre l'érosion saisonnière et les mouvements liés aux failles géologiques. Cette œuvre de dévotion prit une dimension presque industrielle. Fabriquer des millions de briques normalisées exige déjà un travail immense, mais les bâtisseurs allèrent plus loin encore. Des milliers de blocs cuits furent soigneusement inscrits en cunéiforme afin de dédier le vaste complexe religieux à leur divinité. Aujourd'hui encore, lorsqu'on longe les murs inférieurs, les inscriptions imprimées dans l'argile il y a plus de 3000 ans restent parfaitement lisibles. Elles témoignent de l'existence d'une classe d'artisans spécialisés travaillant de concert avec les nombreux ouvriers chargés de la maçonnerie lourde. La ville entourant la ziggourate devait accueillir des milliers de prêtres, de gardes royaux et d'habitants. Installer un centre urbain animé au milieu d'une région aussi hostile posait immédiatement un problème majeur de survie. Une population nombreuse a besoin d'un approvisionnement constant et fiable en eau potable. Les ingénieurs de l'Antiquité résolurent d'abord ce problème en creusant un immense canal à travers le désert, qui acheminait en continu l'eau d'une rivière située à plus de 40 km. Mais l'eau qui arrivait au complexe était chargée de boue, de limons grossiers et de débris nocifs accumulés pendant son long parcours à travers la plaine. La boire directement aurait rapidement provoqué d'importantes épidémies de maladies hydriques. Pour répondre à ce problème sanitaire critique, les Élamites construisirent au pied de la ziggourate un vaste système de filtration de l'eau. Il ne s'agissait ni d'un simple bassin de retenue, ni d'un puits rudimentaire, mais d'une installation municipale de traitement en plusieurs étapes, entièrement réalisée en argile cuite et en asphalte. L'eau boueuse de la rivière était dirigée vers une série de grands bassins profonds de décantation. En élargissant volontairement les canaux de briques à l'entrée de ces bassins, les bâtisseurs forçaient l'eau rapide à ralentir brusquement. Lorsque le courant perdait son énergie cinétique, la gravité prenait le relais et entraînait le limon lourd ainsi que la boue en suspension vers le fond. Les ingénieurs hydrauliques modernes utilisent encore des principes physiques comparables, notamment la flocculation et la sédimentation, pour traiter les réseaux d'eau urbains. Les Élamites y parvenaient sans additifs chimiques modernes, en s'appuyant uniquement sur la géométrie de leurs conduits de briques afin de modifier la vitesse et la pression de l'écoulement. Une fois les gros débris déposés, l'eau passait dans une seconde série de chambres. Les ingénieurs recouvraient les parois de certains réservoirs d'épaisses couches de bitume afin de créer une étanchéité parfaite et d'empêcher l'eau de s'infiltrer dans le sol désertique.
Ils utilisaient ensuite des briques cuites à des températures soigneusement contrôlées afin d'obtenir un degré précis de porosité. L'eau devait s'infiltrer lentement à travers ces parois poreuses, qui jouaient le rôle d'un immense microfiltre physique. Cette dernière étape retenait les sédiments fins restants et permettait à une eau potable propre et purifiée de s'accumuler dans un bassin prévu de l'autre côté. Faire fonctionner une installation de cette taille exigeait une organisation civique permanente. Des équipes devaient retirer régulièrement la boue accumulée au fond des bassins de décantation afin de maintenir l'efficacité du système. L'eau propre était ensuite distribuée avec soin à la population vivant autour de la ziggourate, rendant possible la vie dans un environnement naturellement hostile. Les mécanismes physiques de ce site de filtration imposent une réévaluation importante des capacités techniques du début de l'âge du bronze. Les récits historiques décrivent souvent les sociétés de cette époque comme relativement simples, principalement tournées vers l'agriculture élémentaire et la survie. L'existence d'une installation municipale spécifiquement destinée au traitement de l'eau contredit totalement cette idée. Les ingénieurs élamites démontrèrent une compréhension pratique profonde de la dynamique des fluides, du contrôle des vitesses de sédimentation et de la perméabilité des matériaux. Ils géraient activement leurs ressources naturelles grâce à une ingénierie civique avancée dont le fonctionnement rivalise aisément avec celui d'une station municipale moderne de traitement de l'eau. Pendant que les élamites du Moyen-Orient utilisaient l'argile cuite pour filtrer leur eau et construisaient vers le haut afin de maîtriser leur environnement, à des milliers de kilomètres vers l'est, une autre civilisation ancienne choisit de conquérir un paysage hostile en abandonnant presque entièrement la surface. Nous nous rendons dans le bassin brûlant de Tourfin, au nord-ouest de la Chine. Là, le long de l'un des passages périlleux de l'ancienne route de la soie, se dresse un vaste plateau de terre compacte en forme de feuille. Deux profondes vallées fluviales entaillent nettement ses bords et créent des à-pics sur tous les côtés. Lorsque des explorateurs du début du XXe siècle arrivèrent dans cette vallée reculée pour cartographier la région, ils traversèrent le sommet plat du plateau et comprirent qu'ils marchaient sur le toit d'une ville entière. Voici Jiao, une cité dont l'histoire est faite de survie et de violentes rencontres culturelles. Remontant approximativement au 1er siècle avant notre ère, la ville fut d'abord la capitale du royaume de Jushi, avant de passer sous le contrôle de la puissante dynastie Han. Pour comprendre la naissance de Jiao, il faut saisir la dure réalité de la route de la soie. Les marchands conduisant de lourdes caravanes à travers le désert du Taklamakan affrontaient des semaines de chaleur extrême, de tempêtes de sable aveuglantes et la menace constante des attaques de bandits. Pour ces voyageurs épuisés, ce plateau isolé représentait un refuge vital. Les falaises naturelles abruptes formaient une forteresse presque imprenable face aux armées nomades envahissantes. Comme les à-pics assuraient déjà une excellente protection, les bâtisseurs n'avaient pas à transporter de lourdes pierres pour ériger des murs défensifs extérieurs. La vie à Jiaohe était extrêmement animée. La ville constituait un immense carrefour où l'Orient rencontrait l'Occident, au premier plan du commerce intercontinental. À son apogée, parcourir ces rues revenait à entendre une multitude de langues différentes. Des soldats de garnison lourdement armés côtoyaient de riches marchands qui échangeaient de la soie, des épices et du jade précieux. Des moines bouddhistes fondèrent de vastes monastères au cœur même de la cité, faisant de Jiaohe un grand centre d'études religieuses. L'air devait être chargé de l'odeur des viandes grillées et de l'encens, ainsi que des braiements constants des chameaux se reposant dans les cours. Malgré cette population animée et diverse, les architectes consacrèrent leur énergie à une idée d'urbanisme radical. Au lieu d'empiler des briques ou de transporter du bois pour construire vers le haut, les bâtisseurs de Jiaohe conçurent leur ville en sens inverse. Ils partirent du sol plat et fortement compacté du plateau, puis creusèrent simplement vers le bas. Ils taillèrent de profondes tranchées pour former les rues principales et excavèrent de vastes fosses carrées afin de créer des cours ouvertes. La terre laissée en place devint naturellement les murs permanents des habitations, des bureaux administratifs et des grands temples. Une telle méthode exigeait une capacité de planification remarquable. Une fois la terre environnante retirée, il devient très difficile d'ajouter une nouvelle pièce ou d'élargir une ruelle. Chaque quartier et chaque tour de guet défensive devait donc être précisément planifié avant même le début des excavations. Pendant plusieurs générations, les ouvriers déplacèrent des centaines de milliers de tonnes de terre jusqu'au bord des falaises, puis jetèrent les déblais dans les rivières très en contrebas. Pour créer des bâtiments à plusieurs niveaux, ils creusaient entièrement l'étage inférieur, puis taillaient avec soin des escaliers menant à un second niveau resté à la hauteur de la surface originelle du plateau. Les ouvriers de l'Antiquité
réalisèrent cet immense travail d'excavation avec des outils manuels et une force physique considérable. À l'intérieur de leur maison en contrebas, ils continuaient encore à creuser. Ils aménagèrent des réserves souterraines pour stocker céréales et fournitures militaires, afin de pouvoir résister à de longs sièges menés par des armées rivales, cherchant à contrôler les lucratives routes commerciales. Ce mode de vie souterrain offrait aussi une remarquable protection contre le climat brutal de la région. Le bassin de Tourfan est connu pour ses étés brûlants et ses hivers extrêmement froids. L'épaisse couche de terre intacte isolait naturellement les espaces de vie. Elle maintenait les pièces enterrées étonnamment fraîches pendant les journées torrides et relativement chaudes pendant les nuits glaciales, offrant aux habitants un environnement très stable et confortable. Aujourd'hui, parcourir les avenues creusées de Jiaohe procure une impression de calme saisissante. Comme les rues sont profondément entaillées dans la terre, les hauts murs absorbent le son et créent une atmosphère paisible, à l'abri du hurlement des vents du désert. C'est une adaptation brillante à un milieu qui épuise constamment ceux qui y vivent. Mais maintenir une importante base militaire dans cette dépression poussiéreuse exigeait d'énormes quantités d'eau. Les rivières saisonnières environnantes ne suffisaient pas à soutenir une population croissante de soldats, de moines et de marchands de passage. Pour résoudre ce problème, les habitants de Jiaohe creusèrent profondément sous terre et développèrent le système de puits Carrez. Travaillant dans une obscurité presque totale, des mineurs taillèrent de longs tunnels horizontaux afin d'acheminer jusqu'à la ville l'eau douce issue de la fonte des glaciers des lointains monts Tian Shan. En maintenant entièrement ces cours d'eau sous la surface, ils empêchaient le soleil intense du désert d'en évaporer une grande partie. Tous les quelques dizaines de mètres, ils creusaient des puits verticaux descendant profondément dans le sol pour atteindre les galeries horizontales taillées à la main. Ces puits permettaient de remonter les déblais et apporter l'air frais indispensable aux mineurs travaillant dans des espaces étroits. La pente du tunnel devait être suffisante pour maintenir l'écoulement continu de l'eau, mais assez faible pour éviter une érosion rapide des parois de terre. Ils réussirent à déterminer manuellement cette déclivité avec précision, à la lumière des bougies et sous la menace permanente des effondrements. Réaliser une rivière souterraine parfaitement inclinée sur plusieurs kilomètres sans instruments modernes de topographie constitue une remarquable prouesse d'ingénierie ancienne. Jiaohe reste un exemple spectaculaire de la manière dont les architectes de l'Antiquité pouvaient façonner la terre elle-même afin de réguler le climat local et protéger leurs richesses. Ils enfoncèrent une ville entière dans le sol pour défendre leur population et sécuriser leurs routes commerciales essentielles dans un environnement hostile. Ailleurs dans le monde, une autre civilisation allait consacrer le même soin à l'ingénierie structurelle pour une raison complètement différente. Elle ne construisait pas une forteresse enterrée destinée à la guerre, mais un bâtiment hautement spécialisé dont la mission était de protéger une immense réserve de données antiques fragiles. L'ancienne cité grecque d'Éphèse se trouve au bord de la mer Égée, dans l'actuelle Turquie. Vers l'an 110 de notre ère, elle comptait parmi les villes portuaires les plus riches et les plus animées de tout l'Empire romain. Ces rues étaient bordées d'imposants monuments de marbre, de marchés très fréquentés et de riches marchands échangeant des produits venus de tout le monde connu. C'était une époque de forte fierté culturelle et d'intense recherche intellectuelle. Pour laisser une trace durable dans une ville aussi riche, un personnage public devait faire édifier quelque chose de véritablement spectaculaire. Cette ambition conduisit précisément à la construction d'un bâtiment destiné à abriter l'une des plus importantes collections de savoir de l'Antiquité. Le projet fut commandé par un puissant consul romain nommé Gaius Julius Aquila. Il voulait ériger un monument durable en l'honneur de son père, l'influent sénateur Tiberius Julius Celsus Ptoléméanus. Celsus fut un personnage historique remarquable. Grec originaire de la région, il gravit les échelons jusqu'à devenir une figure majeure de la politique romaine. Aquila investit une immense part de sa fortune personnelle dans la conception d'un édifice destiné à rivaliser avec les légendaires archives d'Alexandrie. Il formula également une demande très inhabituelle: faire enterrer son père directement sous le rez-de-chaussée. Installer une tombe dans un bâtiment public, à l'intérieur même de la ville, était extrêmement rare dans la culture romaine, transformant le lieu à la fois en bibliothèque active et en mémorial sacré. Pendant des siècles après la chute de l'Empire, les ruines de ce vaste projet restèrent enfouies sous un amas de colonnes brisées et de décombres méditerranéens. Lorsque les équipes de fouilles commencèrent enfin à retirer ces lourds débris au début du XXe siècle, elles reconstituèrent patiemment une superbe façade de marbre à 2 étages. L'ampleur et la finesse des sculptures révélèrent l'entrée de la bibliothèque de Celsus. La façade constitue elle-même une brillante démonstration d'illusions visuelles
destiné à donner au bâtiment une apparence encore plus monumentale. Les bâtisseurs donnèrent aux marches de marbre et aux colonnes de la façade une légère courbure vers l'extérieur, tandis que les colonnes centrales furent réalisées un peu plus épaisses que celles des extrémités. Cette illusion d'optique trompe le regard et donne à l'édifice, vu depuis la rue, une apparence sensiblement plus large et plus haute qu'il ne l'est réellement. Entre ces grandes colonnes se dressent 4 statues détaillées, représentant les vertus fondamentales associées à Celsus: sagesse, caractère, jugement et connaissance. Toute la façade est orientée précisément vers l'est, résultat d'une décision soigneusement calculée par les architectes. Cette orientation permettait aux grandes fenêtres frontales de capter la lumière du soleil matinal et d'offrir aux érudits les meilleures conditions de lecture possibles, sans recourir à des flammes dangereuses à l'intérieur des archives. La salle de lecture principale avait été conçue pour accueillir une collection d'environ 12 000 rouleaux de parchemin et de papyrus. Conserver une telle quantité de documents fragiles dans une ville côtière pose un immense problème logistique. À Éphèse, l'air est chargé d'humidité saline, et les étés apportent une chaleur intense et persistante. Le parchemin et le papyrus sont des matériaux organiques très sensibles aux variations climatiques. Trop humides, ils pourrissent et se couvrent rapidement de moisissures. Trop chauffés, ils deviennent extrêmement cassants et se désagrègent. Construire une grande bibliothèque dans ce climat aurait dû entraîner la destruction complète des textes en quelques années seulement. Leur conservation dépendait entièrement d'une particularité structurelle invisible, intégrée directement au bâtiment. La haute façade de marbre forme une enveloppe spectaculaire, mais l'espace de conservation situé derrière est conçu d'une manière totalement différente. Les architectes créèrent un système très élaboré de doubles parois pour protéger les rouleaux. En entrant dans la salle principale, les visiteurs voyaient un sol intérieur pavé de marbre décoratif et des rangées de niches rectangulaires creusées dans les murs où étaient rangés les documents. Mais le mur contenant ces niches n'était pas réellement le mur extérieur du bâtiment. Au lieu de placer les rayonnages contre l'épaisse maçonnerie externe, les bâtisseurs élevèrent un second ensemble entièrement séparé de murs intérieurs en briques. Entre la lourde paroi extérieure en pierre et la salle intérieure en briques, subsistait un espace continu d'environ 1 mètre de largeur. Ce vide entourait toute la salle de lecture centrale et suspendait en quelque sorte les archives à l'intérieur d'une enveloppe protectrice. Cet espace jouait le rôle d'un ancien système passif de régulation climatique. Les épais murs extérieurs absorbaient la chaleur intense de la journée et formaient un puissant bouclier thermique contre le soleil. L'espace d'environ 1 mètre empêchait cette chaleur de se transmettre directement à la salle intérieure où reposaient les rouleaux. Les architectes aménagèrent également des ouvertures de ventilation précises dans les parois afin qu'une brise constante puisse circuler dans ce vide. Ce mouvement d'air empêchait l'humidité de s'accumuler dans la maçonnerie et évacuait en permanence l'air marin chargé de sel. En maintenant ainsi l'air en mouvement, le bâtiment régulait efficacement l'humidité et la température autour des fragiles documents. Toute la structure fonctionnait comme une immense machine conçue pour résister au climat côtier. Atteindre un tel niveau de régulation environnementale montre que les bâtisseurs comprenaient précisément le comportement du climat local et qu'ils conçurent une réponse ingénieuse en utilisant uniquement la brique, la pierre et l'espace vide. Malheureusement, si les doubles murs protégeaient les rouleaux contre le climat, ils ne purent les sauver d'un violent séisme, puis de l'incendie qui ravagea l'intérieur plusieurs siècles plus tard. Le toit s'effondra, détruisant la collection et laissant le bâtiment en ruine. La façade survécut néanmoins, tout comme les traces matérielles claires des doubles murs, préservant le principe architectural du dispositif. Le site témoigne ainsi d'une société profondément attachée à la conservation à long terme du savoir et prête à déployer une ingénierie remarquable dans le seul but de protéger son histoire contre les éléments. Si cette plongée dans ces mystères vous a plu, pensez à aimer la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Si cette vidéo vous a plu, pensez à l'aimer et à vous abonner à la chaîne.